Donc ouais, on va parler de mon job, qui est un job de CTO. Donc je vais me présenter brièvement. Je suis Mathilde Lemay. Donc ça fait un peu moins d'1 an que j'ai rejoint Joliment en tant que CTO. J'ai monté une autre boîte avant et encore une autre boîte avant. Et il y a aussi un autre truc que j'ai fait il y a 8 ans, c'est que j'ai monté Duchesse France. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Duchesse France, c'est une association de femmes développeuses qui font tout langage. Ça peut être des personnes en reconversion, ça peut être des gens qui ont fait ça, des ingés comme moi. Voilà, l'idée c'est qu'on se regroupe, on se fait des confs, on se fait des bouffes et on réseaute pas mal. On est plutôt bon pour réseauter. En fait, dans ma carrière, j'ai été souvent assez vite tech lead. Déjà, j'ai été freelance à la sortie d'école, ce qui n'était pas très courant. Et assez vite, je suis passée de tech lead et donc j'ai passé 8 ans en tant que tech lead dans différentes boîtes jusqu'au moment où je me suis dit que j'allais tester un nouveau truc et que j'allais monter déjà une première boîte, dont je vais vous parler aujourd'hui, et ensuite devenir CTO d'une boîte qui existait déjà. Le CTO, donc c'est le Chief Technical Officer, c'est le responsable technique de toute la boîte. Donc pour moi, c'est une start-up, donc de toute ma start-up. Et en fait, moi, mon rôle, c'est pas uniquement, mais c'est d'épauler mon CEO. Donc mon CEO, c'est une femme et c'est elle qui va porter chez Joliment la vision. C'est elle qui va sentir le marché, qui va se dire « Ok, on va se lancer là, on va faire ça comme ça. » Voilà. Donc elle a plein d'idées. Et moi, la différence, c'est que je vais l'aider à mettre en forme ses idées, à les cadrer, à dire « Ok, on va faire ça, ça va être tel plan au niveau technique. » Et de lui dire voilà, « Il faut qu'on ait telle équipe, avec telle spécificité, tel profil pour arriver à avoir le but que tu veux. » Ce qui est sympa dans les startups, c'est qu'en fait, startup, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire qu'il y a des startups de 2 dans leur garage, il y a des startups de 500, et on parle encore des fois de Blablacar comme étant une startup, ce qui n'est pas réellement une petite startup. Donc en fait, le rôle d'un CTO, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'être CTO d'une boîte de 2 dans le garage et être CTO d'une boîte avec 500 développeurs, c'est pas vraiment le même job au quotidien. Moi, j'ai monté une première boîte, j'en ai monté 2. La première boîte que j'ai montée, c'était en side project. Je sais pas, j'avais un peu de temps, j'étais freelance et je sais pas, j'avais un de mes enfants qui apprenait les couleurs. Je me suis dit tiens, je vais essayer de lui faire un petit app sur iPad, voir si je m'en sors ou pas. Donc j'ai commencé, ça a super bien matché. En 4 heures, j'avais déjà mon application qui était sur le store, donc j'étais assez hallucinée. Et donc là, cette première boîte, je l'ai montée vraiment en mode startup garage, en bossant avec des freelances, avec des prestats, en plaçant mes applications sur le store. J'en ai quand même vendu à peu près 1 million. Enfin vendu, placé, parce qu'elles sont pas toutes payantes. Mais voilà, donc ça c'est le stade qui est assez cool, c'est-à-dire on lance son produit, on est tout seul, c'est sympa, mais finalement ça reste tout petit. La deuxième boîte que j'ai lancée comme ça, donc que j'ai arrêtée il y a 1 an, elle s'appelait Sophies. Et en fait, j'étais donc CTO et j'avais trouvé un CEO. Et je vais vous parler un peu de comment j'ai trouvé mon CEO et des erreurs que j'ai faites. Et là, le but du jeu, c'est de faire de la rencontre sociale. Donc par exemple, trouver notre nana pour aller courir ou pour aller se faire un badminton ou autre. Voilà. Et donc là, on est resté au stade tout petit. Ce que je fais maintenant chez Joliment, c'est le stade d'après. C'est-à-dire que là, à la fin de l'année, on aura une équipe tech d'un peu moins d'une dizaine de personnes. Et au niveau de la boîte, on a déjà un peu plus de 10. Et on grossit assez vite. On a une croissance qui fait qu'on a besoin de recruter de plus en plus de monde. Les autres stades, j'en parlerai pas parce que je les connais pas. Voilà. Donc si vous voulez voir le job d'un CTO de Blablacar ou de Criteo, allez voir leur conf à eux. Moi, je pourrais pas vous en parler. Ce que je veux vous parler, c'est ce qu'on a déjà. Qui est dev dans la salle? Ok. Donc je pense que tous ceux qui ont qui ont levé la main ont déjà eu un pote, une connaissance, un mail sur LinkedIn ou autre, quelqu'un qui dit hey, j'ai une super idée, tu veux pas t'associer avec moi, je sais pas coder, donc tu fais tout le code et puis moi je le vends et on lève de l'argent et je te donnerai 50% des parts. C'est un mythe, c'est ce que vous avez tout le temps, ça se passe rarement comme ça les startups, c'est rarement aussi magique. Mais il y a une idée là-dedans, c'est que l'idée, quand quelqu'un vous dit j'ai une super idée, ça ne vaut rien du tout. Parce qu'en fait, il y a 2 choses. Si personne n'a jamais eu l'idée, c'est qu'en général, c'est une mauvaise idée. Okay. Si c'est une bonne idée, il y a déjà plein de gens qui ont essayé de la mettre en place. Vous pouvez la mettre en place différemment d'eux, avec une autre vision du marché et une autre idée. Mais en fait, tout le monde a des idées tous les jours. Et pourtant, les boîtes qui cartonnent vraiment, il y en a pas 5 milliards. Donc il y a Derek, la personne qui a fait la citation juste avant, qui a défini ça pour savoir à peu près combien ça faisait. En fait, on peut voir que si on a une idée moyenne, vraiment un truc pas ouf, mais qu'on le fait super bien, au final, ça peut faire une boîte qui vaut dans les 50 millions de dollars. Pourquoi ?
parce qu'en fait, le seul truc qui est important, c'est l'exécution. Et je suis CTO, donc quand on parle d'exécution, j'ai envie qu'il y ait une brique technique qui soit bien, qu'on puisse la mettre à jour, que j'ai pas trop de dettes techniques, que ça avance bien, que ce soit des bonnes technos, que j'ai des mecs, des tech leads qui marchent bien, qui roulent bien. En fait, l'exécution, c'est plus large que ça. C'est toute la stratégie de la boîte. Mais ce qu'on peut voir, que tous les mecs qui vous disent j'ai une idée brillante, et tout le monde pense que ces idées sont brillantes, c'est un peu le concept. Au final, c'est l'exécution en fait qui prime. Donc quand on est CTO, quand on est dev et qu'on veut changer de truc, qu'on veut essayer quelque chose de nouveau, donc il faut les trouver, les bons CEO. D'accord ? Donc on a vu qu'on avait plein de demandes en général entrantes qui ne sont pas forcément toujours de bonne qualité. Pour les trouver, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon réseau. En fait, quand j'ai fermé ma boîte d'avant, je me suis trouvée un peu, je savais pas trop quoi faire. J'avais monté ma boîte, ça s'était planté, j'avais perdu pas mal de thunes, j'avais besoin de retravailler parce que j'avais besoin de vivre ma vie et d'avoir un salaire. Et ce que j'ai fait, c'est juste j'ai demandé sur Twitter en disant Twitter, est-ce que t'as pas un truc sympa à me proposer ? Et c'est ce que je vois, c'est qu'au final, de ma boîte actuelle, on est 4 associés, et en fait les 4 associés, on s'est pas rencontrés par hasard, c'est-à-dire c'est notre réseau qui nous a présentés. Donc si vous cherchez un nouveau poste, le truc qui est plutôt pas mal, c'est pas forcément de le balancer sur LinkedIn à tout le monde, mais c'est de trouver les personnes clés de votre entourage et leur dire en ce moment, j'aimerais bien voir, t'as pas quelque chose et tout. Sachant que nous, CTO de start-up, on connaît plein de CEO de start-up qui cherchent des CTO de start-up. Donc si vous avez envie de changer, n'hésitez pas à nous contacter. En général, on a toujours des gens qui cherchent. Et c'est comme ça que ça se fait le plus facilement. Donc moi, je me bosse pour Joli Moi. Joli Moi, on est dans la beauté. Okay. À l'origine, je me maquille. Bon, je suis maquillée aujourd'hui, mais normalement, je me maquille pas. Je suis hyper simple et franchement, la beauté, ça m'a jamais intéressée. Quand j'étais petite, j'avais pas de Barbie. Enfin, c'est vraiment un domaine qui ne me passionne pas réellement. Je me suis pas dit, j'ai vraiment trop envie de créer de ma barbe beauté. J'apprends plein de trucs, c'est super cool, mais en fait, c'est pas du tout ma passion. Et c'est quelque chose qui est assez important, c'est qu'au final, ce qu'on rejoint, c'est une équipe. Et c'est un peu comme vous, quand vous rejoignez vos équipes dans vos startups, l'important, c'est vraiment l'équipe. Moi, j'ai cherché un truc dans une fintech, je voulais faire de la crypto, je voulais faire d'autres trucs. Mais ce qui est important, c'est vraiment pas le produit fini, c'est est-ce que vous êtes capable d'avoir de la passion pour le challenge. Donc moi, ma passion pour le challenge, c'est que là, on est en train de mettre une brique en place pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle, pouvoir reconnaître les rides, les cernes, les ridules et pouvoir proposer des produits de beauté adaptés. Ça, je trouve ça super intéressant. Vendre des produits de beauté, c'est vachement moins intéressant. Il faut le faire, il faut qu'on ait un chiffre d'affaires, donc on va quand même vendre des produits de beauté, mais on va dire que c'est pas ça qui est mon challenge. Et donc c'est ça qui est important, c'est dans chaque projet qui n'a pas l'air forcément passionnant comme ça, si l'équipe tech, si l'équipe non tech, si toute l'équipe de la boîte est super intéressante et que vous êtes capable de trouver vos challenges, allez-y. Voilà. Et ce qui est important avec les autres, c'est d'avoir le match. Donc moi, comme j'ai dit, je ne cherchais pas. On m'a présenté Isabelle Rabier, la fondatrice de CEO, par réseau. Et en fait, ça a été pas un coup de cœur parce que c'était quelque chose de très réfléchi, mais en fait, j'ai vu en elle des choses que n'avaient pas mes 2 associés des entreprises précédentes. Par exemple, moi, je suis une exécutante. Il faut savoir qu'on rentre dans des cases et que moi, je suis une exécutante. On me donne un problème, je suis une ingénieure de base, c'est-à-dire qu'on me donne un problème, je vais analyser le contexte, je vais proposer une solution et je vais essayer de résoudre mon problème. Okay, mais tout ce qui est la vision, la big picture, les trucs à 3 ans, les millions de dollars, les levées, machin et tout, moi, en fait, ça provoque rien en moi. Je ne suis pas douée là-dedans. Et les erreurs que j'ai faites dans ma boîte d'avant, et une des raisons pour laquelle je me suis plantée, c'est que je me suis associée avec quelqu'un qui était hyper compétent, mais qui était aussi un exécutant. Et en fait, 2 exécutants, on exécute très bien, mais comme on manque d'idées, on ne va pas aller très loin. Alors que là, en couple avec une visionnaire qui a une imagination débordante et qui sait où elle veut aller, mais qui est capable de bien sentir le marché, et à côté des équipes qui sont capables d'exécuter, ça marche assez bien. Sachant qu'il faut savoir aussi, au point de vue humain, on passe finalement presque plus de temps avec ses associés qu'avec sa famille. Quand même, on passe en plus de temps avec sa famille, mais on passe quand même beaucoup de temps avec ses associés, et surtout au début, ça va être des calls le week-end, ça va être du boulot éventuellement le week-end de temps en temps. Donc, il est important qu'il y ait un vrai fit et que vous ayez vraiment envie de porter la vision de votre CEO. Si vous avez un doute sur est-ce qu'elle est capable vraiment, est-ce qu'elle a le charisme, parce qu'un CEO doit avoir beaucoup de charisme, ce qui n'est pas le cas d'un CTO, heureusement. Voilà, est-ce que vous allez la suivre ou pas?
Le point qui est important, donc une fois que vous avez trouvé votre projet, vous avez trouvé votre équipe, vous savez que vous voulez y aller, le point qui est important et dont on ne parle pas trop en tant que CTO, c'est comment est-ce qu'on négocie les parts. Combien est-ce qu'on peut demander, combien est-ce qu'on doit demander. On a vu que l'idée, ça valait rien, que l'exécution, lui va faire l'exécution de la stratégie, vous allez faire l'exécution technique, mais comment est-ce que ça se passe vraiment? Ce qu'on dit à peu près, ça dépend du nombre d'autres associés. Mais en fait, il y a les 3 stades. Il y a le stade où vous êtes dans le garage, et là, c'est à peu près normal que tout le monde ait la même chose, sauf si vraiment vous êtes hyper compétent ou s'il y en a un qui ramène beaucoup d'argent. Voilà, là, ça peut changer. Mais en général, dans ce cas-là, ça se partage assez bien, soit en 2, 50-50. On ne fait jamais 50-50, on fait toujours un peu moins, un peu plus, c'est plus simple. Ou en fonction du nombre d'associés. Pour des startups qui ont déjà levé ou qui sont déjà plus grosses, avec des équipes d'une dizaine de personnes, ça ne sera jamais du 50%. Ça sera du 4, 5, 6%, 10% si vraiment vous avez des bonnes compétences et un bon réseau et que vous arrivez à bien vous vendre. Mais en général, ça baisse assez vite. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, les parts, c'est fait pour gérer le risque. D'accord? Et donc, en fait, l'idée, c'est de voir combien est-ce que vous valez sur 3-4 ans. D'accord? Donc, de vous dire, OK, avant, j'étais payé, je sais pas moi, 80K et maintenant, je suis payé, dans la startup, je suis payé 40K. Donc, je perds 40K par an. Comment est-ce que je vais réussir à m'y retrouver financièrement pour que ce soit un investissement, un risque pris qui soit correct pour moi. Donc on fait ça, en fait, on prend le salaire perdu pour 3-4 ans et on fait un multiplicateur de 3 ou de 5. Voilà, si vous étiez payé 80K, ce qui était pas mal pour un dev, et que votre startup vous propose 50K, ce qui est plus cohérent pour une startup pour un salaire de dev, vous savez que vous avez perdu à peu près 200K sur 3-4 ans. Donc, il faut que vous vous dites que okay, dans 4 ans, quand je vais potentiellement revendre mes parts, si je dois les revendre, il faut que ça me rapporte entre 600 000 euros et 1 million pour justifier la prise de risque. Et en fait, ça, c'est des chiffres qui sont assez peu dits, mais en fait, ça marche plus ou moins comme ça. Alors après, bien sûr, on ajuste et il y a du feeling et il y a de la facilité de négo. Mais c'est important de se rendre compte que c'est quand même un investissement financier pour vous et la charge de travail est quand même conséquente et l'investissement qu'on va vous demander est quand même conséquent. Okay. C'est pas juste un other job de tech lead, c'est que vraiment, s'il y a des problèmes, c'est vous qui êtes le point numéro 1 d'entrée, et donc vous devez être hyper réactif. L'autre point qui est important et qui est un point un peu très important, je ne sais pas s'il y en a qui sont mariés, s'il y en a qui ont fait un contrat de mariage, j'en ai fait un, c'est aussi important de faire des contrats avec les associés. Donc il y a ce qu'on appelle des packs d'associés. C'est pas super sympa à regarder parce que c'est un langage juridique qu'on ne connaît pas du tout, on ne voit pas très bien les pourquoi, les comment, mais en fait j'ai vu des CTO qui se sont un peu plantés là-dedans. Il faut vraiment prendre le temps de bien comprendre qu'est-ce qu'un pacte d'associés. Ce pacte d'associés veut dire, par exemple, qu'est-ce qui se passe si vous divorcez? Est-ce que votre ex peut repartir avec les parts? Qu'est-ce qui se passe si vous mourrez? Est-ce que c'est transmis aux enfants? Est-ce que c'est pas transmis aux enfants? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe si un des associés part avec l'ensemble de la base de données? Qu'est-ce qui se passe, voilà. Qu'est-ce qui se passe si un associé tombe malade ou si vous tombez malade et que vous devez vous arrêter de bosser? Est-ce que vous perdez tout? Est-ce que vous perdez pas tout? Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut quand même réfléchir parce que c'est un gros investissement et donc il faut prendre le temps et il faut aussi trouver des gens qui sont capables de vous transformer le langage super juridique en quelque chose de compréhensible pour vous. Mais c'est super important. Le point dont je ne vais pas parler aujourd'hui, c'est ce qui se passe quand on fait une levée de fonds. Parce que moi, je suis arrivée après la levée de fonds d'avant et là, on est en train de commencer notre levée de fonds. Donc ça, je n'en parlerai pas. Donc je pourrais pas une prochaine fois, je viendrai vous parler de notre levée de fonds. Ce qui est important, c'est que une fois que vous avez négocié vos parts, que tout est bon, que les contrats sont faits, c'est bon, vous êtes CTO. Et en fait, vous pensez que vous allez être tech lead comme avant, vous allez avoir vos équipes, vos machins et tout. Et en fait, vous vous rendez compte que vous faites plein de choses. Vous continuez à coder dans les petites équipes. Dans les grosses équipes, vous commencez à dire oui, je continue à te coder. Puis quand on creuse, en fait, oui, en fait, je fais de la revue de code. C'est pas tout à fait pareil. Mais l'idée, c'est qu'en fait, vous faites beaucoup plus de choses. Typiquement, il y a des tâches qui me font rêver. Typiquement, on fait un contrat avec Dell pour choper les ordinateurs pour toutes les équipes. Jusqu'ici, tout va bien, mais c'est vérifier qu'ils ont le bon cabis, c'est vérifier les bons allers-retours, que c'est les bonnes machines, que les machines marchent. C'est être capable de marcher 2 km parce qu'ils livrent pas, ils veulent pas vous livrer dans les bureaux pour des raisons logistiques, ils veulent vous les livrer à votre ancien entrepôt, donc ils vont les livrer à 5 km, donc vous allez devoir vous organiser pour aller avec un Uber, chercher les machines, ramener les machines pour que tout le monde puisse travailler. Voilà ça. Vous êtes là pour faciliter le job de tout le monde. Et donc faire en sorte que tout le monde puisse bosser au mieux. Donc vos équipes tech et en général
tout ce qui concerne la tech sur l'ensemble de la boîte, ce qui veut aussi dire réparer l'imprimante, voilà, toutes ces choses où quand on est tech lead, on se concentre uniquement donc, dans son cœur de métier. Pour moi, c'était la scalabilité, où je me concentrais juste sur mes scalabilités, je faisais juste mes algos et finalement, j'étais hyper cloisonnée. Là, bah, c'est très différent. Il y a beaucoup plus de contacts et surtout, les journées ne se ressemblent pas. Le point le plus dur que moi j'ai retrouvé en tant que CTO et le point sur lequel je galère pas, mais le point qui est le plus difficile, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est sur le recrutement. Parce que bah, pour les devs qui sont ici, je pense qu'ils sont conscients qu'ils bah, ont beaucoup de valeur, qu'on est beaucoup à vouloir embaucher, que finalement on se retrouve en concurrence avec des très grands et que nous on est des équipes, des toutes petites équipes, donc forcément on peut faire un peu peur parce que bah, les gens savent que ils vont faire un peu plus de choses que juste leur périmètre. Parce que quand on est 4-5 devs, bah, il faut faire un peu. Et des fois, on sort un peu de son domaine de compétences. Dans une grosse start-up, c'est plus le cas. Mais c'est le point le plus important. C'est la capacité à recruter et c'est sur anticiper le temps que ça reprend. Parce que moi, ça doit me prendre à peu près 30% de mon temps. C'est juste sur du recrutement. Donc, c'est chasser les gens sur LinkedIn, essayer de faire passer les entretiens, essayer d'améliorer les processus de recrutement pour qu'on recrute de mieux en mieux. Et c'est ça qui est un des points les plus importants de mon job de CTO, c'est le recrutement. Sachant que pour moi, le recrutement, en fait, dans ma carrière, j'ai bossé pour une boîte aux États-Unis qui s'appelait Terracotta, qui faisait un cash distribué. C'est le cash distribué derrière EHCash. Et là-bas, j'ai eu ce qui, pour moi, est le meilleur manager que j'ai jamais eu, c'est-à-dire qu'en fait, on faisait jamais de one-to-one, on marchait. Donc quand j'étais à San Francisco, on marchait, c'est-à-dire qu'on allait dehors et on se baladait et on parlait un peu de ma vision de la boîte, ma vision du monde, ma vision des nouveaux tech, des nouveaux frameworks, de Go, de plein de choses. Et en fait, ce qui était magique avec lui, c'est que j'avais juste à glisser à un moment donné de la conversation. Oui, j'ai un petit problème avec machin parce que il m'a dit qu'il a autre chose à faire que répondre à ma question, mais moi j'ai besoin de sa réponse, donc je suis un peu bloquée et tout. Et c'était magique. Il disait rien et puis 3-4 jours après, hop, le mec me renvoyait un petit mail en me disant tiens, je suis dispo, on se fait un petit... Donc on était en remote aussi, donc on se fait un petit Skype pour faire un point là-dessus et c'était parfait. Et en fait, c'est là où j'ai vu que le management que j'avais eu jusqu'à présent, qui était très à la française, où j'avais vraiment des trucs one-to-one avec des objectifs, des trucs carrés, des variables et tout, là, mon manager était juste là pour simplifier ma vie. Et il me l'avait simplifié énormément. Et après, on avait une relation de confiance. On était tous des seniors dans l'équipe. Donc, il n'y avait aucun junior. On avait tous au minimum 6-7 ans d'expérience. C'est pas hyper commun. Mais voilà, lui était vraiment là juste pour nous faciliter la vie. Et c'est moi ce que j'essaye de reproduire, c'est que je suis là pour faciliter leur vie. Et en aucun cas pour les encadrer. Un peu comme a dit le speaker d'avant sur le problème du remote, parce que nous on fait du remote un peu forcé, parce qu'il y a des grèves en ce moment, et donc les équipes ne peuvent pas venir dans les locaux. Donc forcément on a dû mettre le télétravail un peu à l'arrache, mais ça se fait. C'est qu'en fait si on n'a pas confiance, en fait il ne fallait pas les employer, ou dans ce cas-là faut trouver des solutions pour pouvoir leur faire confiance, ou alors s'en passer. Mais l'idée de confiance est très importante, et la construction de l'équipe, c'est vraiment le pivot du job de CTO. Voilà, l'autre truc que j'adore, c'est la paperasse, parce qu'encore une fois, on vous demande des fois votre avis sur des choses dont vous n'avez aucune idée. Nous, on est trop petits pour avoir des RH, et donc des fois, on va vous poser des questions sur des aspects légaux, sur les vacances. J'ai quasiment jamais été salariée, donc en fait, j'ai jamais eu de vacances, de poser des congés. Je ne sais pas trop comment ça marche. Et donc, résultat, on ouvre, on regarde, on demande à droite, à gauche, on demande à d'autres CTO s'ils savent comment est-ce qu'on fait ça, on demande aux autres équipes. Mais il y a une part quand même importante de paperasse. Après, ça reste gérable. Juste un petit coup de stress en mai. Qui a bossé sur des projets avec la GDPR? Qui a dû envoyer des mailings à toute sa base de données? Qui a reçu 500 mails avant le 25 mai en disant « Vous voulez encore entendre parler de nous ?» Par exemple, le GDPR, c'est bien. En tant qu'utilisateur, c'est plutôt bien qu'on sache un peu mieux ce qu'on fait avec nos données. Je pense qu'on en est tous conscients. Mais derrière, pour l'implémenter, c'était assez flou, en fait. Donc des fois, on ne savait pas. Donc l'idée, c'était juste d'attendre pour pouvoir regarder ce que les autres faisaient, nos concurrents, et d'essayer de faire la même chose à peu près que eux faisaient, histoire de gagner de temps et de pas trop d'en perdre nous. Et surtout, on n'avait pas les budgets. Enfin, en tant que start-up, on n'a pas les budgets pour passer par des prestataires externes pour faire ce genre de choses. Donc en fait, on regarde un peu ce que font les autres et on essaye un peu de faire la même chose avec notre inscription du texte. C'était assez pénible. C'est passé, mais c'était assez pénible. L'autre point où j'ai halluciné, mais c'est parce qu'avant, je bossais qu'avec des équipes tech. Qui a des mots de passe qui ressemblent à ça? 1. Qui peut garantir que son service marketing, que son service compta n'a pas de mot de passe
qui ressemblent à ça? Quelques-uns, mais pas tout le monde. Nous, c'était un peu plus compliqué que ça parce qu'il y avait genre 2 ou 3 chiffres. Mais grosso modo, les mots de passe, c'était assez hallucinant. Et en fait, il y a tout un pan où moi, au début, je m'en suis même pas rendu compte. C'est juste quand j'ai demandé le code du Mailchimp, où il y a quand même toutes nos utilisatrices, tous nos stylistes. Pour nous, c'est une énorme valeur, en fait, notre liste de clientèle. Et la sécurité du mot de passe attaché au Mailchimp, on a dit que non, ça va pas le faire du tout. Donc c'est reprendre, reformer tout le monde. Qu'est-ce que la sécurité? Pourquoi est-ce qu'il faut des passwords? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas mettre le nom de son enfant? Pourquoi il ne faut pas mettre sa date de naissance? Pourquoi il ne faut pas utiliser le même mot de passe partout? Donc nous, après, on a choisi de passer sur Dashlane parce que c'était plus simple pour moi à gérer plutôt que de surveiller ce que faisait tout le monde dans leur coin. Mais ça, c'était finalement un gros chantier, mais c'est plus de l'éducation. Mais n'empêche que ça reste aussi de mon ressort parce que si mes données fuitent, finalement, la responsable tech des données, ça reste toujours un peu moi. D'accord. Donc mon idée, c'est de les protéger des données de moi, mais aussi des autres, et des autres qui ne sont pas forcément tech. Parce que les techs me mettraient... Enfin, j'ai jamais autant de devs qui mettraient ce genre de mot de passe. L'autre point qui est important, c'est sur la dette technique. Alors, ce qui est un peu compliqué avec les startups, c'est qu'en fonction de l'évolution de la startup, ça change beaucoup. C'est-à-dire que nous, là, on teste des fois des nouveaux trucs. Okay, on les teste juste pour voir comment ça réagit sur une fraction de la population. Là, on va faire un code pourri parce qu'en fait, on veut juste voir si ça leur plaît. D'accord ? Donc, on va faire un petit truc, on va le cacher un peu, on va le montrer à quelques utilisateurs ou on va l'ouvrir un peu si on en a besoin. On va regarder un peu comment les gens y correspondent et ensuite, on va l'ouvrir. Donc, la dette technique de base, pour nous, c'est pas de la dette. On sait qu'on fait un investissement très court sur du code qui est fait très vite, genre en 2-3 jours, en disant juste, tiens, on va tester ça. Mais la dette technique, là, c'est pas un problème. Par contre, si l'expérience a bien marché, okay, si on sait qu'on veut garder ça et qu'on veut le regarder longtemps et qu'on veut le faire mieux, dans ce cas-là, nous, on met à la poubelle. Mais vraiment, on prend tout le code. On n'essaye pas de se dire on va en récupérer un bout, ça nous prendra. En général, on prend tout, on balance tout et on reconstruit quelque chose de stable. Donc ça veut aussi dire que moi, je veux des développeurs qui sont capables de faire du code propre et du code sale. Okay. Que du sale, ça me plaît pas. Que du propre, ça me plaît pas non plus parce que quelqu'un qui est pas capable de se dire bon, ok, là, il n'y a pas de test, c'est pas hyper bien fait, c'est un peu cracra, mais je sais pourquoi je le fais. Il faut vraiment les deux. Et l'important, c'est que voilà, par contre, tout le code qui reste, lui, doit être testé et bien architecturé. Mais en fait, on a beaucoup de code poubelle. On a plein d'idées et donc des fois, on teste des trucs et des fois, c'est super, des fois, c'est pas bien ou des fois, c'est bien mais pas comme ça. Donc l'autre point de mon job, c'est le juridique, j'en ai déjà parlé. L'autre point, donc ça, c'est Netflix. Okay, c'est pas du tout ce qu'on cherche chez Joli-Moi. Mais ce qui est un des points, pour le coup, c'était une surprise aussi de mon job de CTO, mais une bonne surprise, parce qu'il y en a pas mal, c'est la culture. Okay, c'est de pouvoir se dire, ok, qu'est-ce que je veux faire avec ma boîte? Quelles sont la culture? Est-ce que comme Netflix, ça va être l'excellence? Donc nous, clairement, on ne cherche pas forcément l'excellence, on a une autre culture. Mais ça, c'est plutôt très intéressant de voir en fait comment est-ce qu'on arrive à construire la culture au fur et à mesure des recrutements. Parce qu'en fait, ça grandit. Donc au tout début, tout le monde partage à peu près les mêmes valeurs. Et puis en fait, plus on recrute, plus on a des nouveaux arrivés qui ne sont pas au courant de toutes nos galères d'avant et de la façon dont on a construit. Et donc, oui, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on définit sa culture et comment est-ce qu'on peut la transmettre. Donc, par exemple, nous, on a des setups fixes, on a des pots, on a des repas, on a essayé de setuper pas mal de choses que pour nous, un des points importants de notre culture, c'est le fun. On en a d'autres, mais le fun, par exemple, c'est important pour nous. C'est-à-dire qu'on veut que les gens, quand ils viennent le matin, ils soient contents d'aller bosser, ils puissent s'éclater, se prendre des bières ensemble. Et pour nous, c'est, par exemple, beaucoup plus que l'excellence, c'est le fun qui est important. On ne veut pas forcément que les gens soient excellents, mais on veut qu'ils viennent au boulot et qu'ils soient contents de bosser. Donc la question, c'est est-ce qu'on code encore ? En fait, ça dépend vraiment de la taille de la boîte. Et ce que je vois, c'est que quand on rentre dans une toute petite start-up, donc d'une dizaine de personnes, au début, il y a tellement de choses à mettre en place que moi, en ce moment, j'ai pas énormément le temps de coder. J'ai le temps de faire des revues de code, ce qui n'est pas aussi intéressant que de coder pour moi en tant que développeuse au fond de moi. Mais quand même, il y a quand même le temps de coder et on peut encore s'éclater dans le code. Mais encore une fois, l'idée, c'est que son équipe s'éclate. Donc moi, j'ai plus de plaisir à laisser des parties hyper sympas à mes équipes et à moi faire les vieux upgrades de PHP ou ce genre de trucs hyper sexy, mais qu'eux puissent garder la motive et eux puissent rester motivés. Je crois que moi, j'ai d'autres points sur le point motivation.
Le dernier point dont je vais parler, c'est d'être conscient que moi, par exemple, j'aime bien les petites startups. Okay, j'aime bien les petites startups parce que tout le monde se connaît, c'est hyper sympa, ça bouge hyper vite, et qu'en fait, à partir du moment où je suis dans des équipes de plus de 20-30 développeurs, en fait, je suis moins à l'aise. Et donc, en fait, l'idée derrière le job de CTO, c'est vraiment de se dire, bah, voilà, un CTO d'une petite boîte, c'est pas pareil comme une CTO de grande boîte. Et donc, en fait, il faut savoir un peu où est-ce qu'on va être heureux, quelles vont être nos limites. Et moi, par exemple, c'est évident que si un jour on doit être 30 ou 40 devs chez Joli Moi, je ne serais pas la meilleure personne pour gérer ces 30-40 devs. Pourquoi? Parce que gérer 30-40 devs, c'est essentiellement de faire des one-to-one, c'est de faire du reporting, de gérer. Et en fait, je suis tellement loin du code qu'en fait, je sais déjà que ça va pas m'éclater et que pour le coup, tu n'aurais pas vraiment le temps de faire des revues de code ni rien, donc même pas le temps de coder du tout. Donc ça m'intéresserait pas. Mais voilà, donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, CTO, finalement, c'est un métier hyper divers. À quel stade est-ce que je veux remplir, je veux un boîte? Parce que dans un CTO de 2 ou 3, vous allez tout faire. Vous allez faire le site web WordPress, vous allez faire plein de choses autour. Est-ce que ça va vous intéresser ou est-ce que vous pourrez plutôt aller au next step où vous êtes une dizaine et où là, finalement, il y a quand même déjà des choses qui sont mises en place, donc il y a plus de choses, mais il n'y a pas de RH, ou alors vous voulez carrément aller dans une boîte qui a déjà des RH, comme ça, il y a toute une partie du recrutement qui est fait par d'autres en interne et toutes les questions légales qui sont faites en interne. Voilà. Donc ça, c'est un peu la question. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je serai dans le coin.